Chapitre 1, le murmure qui a tout changé. La pluie tambourinait contre les fenêtres de la chapelle commémorative Riverside. David Reynolds se tenait devant le cercueil fermé de sa femme, la petite main de son fils Tommy, âgé de 6 ans, serrant la sienne. Le salon funéraire était rempli de visages qu'il connaissait depuis des années, collègues de son entreprise de construction, voisins, collègues de Lisa à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Tous lui présentaient les mêmes condoléances creuses, les mêmes regards compatissants qui lui faisaient serrer les mâchoires. David avait bâti son empire à partir de rien. Au départ, avec un simple bulldozer et un prêt qui avait failli le ruiner. Reynolds Construction employait désormais plus de 200 personnes dans 3 États. Il était connu pour sa volonté de faire, son refus de reculer devant tout défi et son intolérance absolue à la trahison. En affaires, David Reynolds n'oubliait jamais un affront, ne pardonnait jamais une trahison. Cela l'avait rendu à la fois riche et craint. Mais debout là, à regarder les gens défiler devant le cercueil censé contenir sa femme, après 8 ans de mariage, quelque chose clochait. La mort de Lisa avait été soudaine, un accident de voiture par une nuit pluvieuse. Son corps avait été retrouvé brûlé au point d'être méconnaissable dans les décombres. La police avait dit qu'elle se rendait chez sa sœur à 2 États de là, mais David ne se souvenait pas qu'elle ait mentionné un quelconque voyage. « Papa » murmura Tommy en tirant sur sa veste de costume noir. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » David s'agenouilla, ses mains calleuses reposant doucement sur les épaules de son fils. Tommy était inhabituellement silencieux depuis l'accident, ne parlant presque à personne. Le conseiller en deuil avait dit qu'il était normal que les enfants gèrent les traumatismes différemment. « Qu'est-ce qui se passe, mon pote ?» Tommy regarda nerveusement autour de lui, puis se pencha vers l'oreille de son père. Maman a dit qu'elle devait aller se cacher un moment. Le sang de David se glaça. « Que as-tu dit ?» Avant l'accident, murmura Tommy, ses yeux bleus si semblables à ceux de Lisa. Grand et sérieux. Maman est venue dans ma chambre ce soir-là. Elle a dit qu'elle devait se cacher et que je devais être un bon garçon pour papa. Elle a dit qu'elle reviendrait quand ce serait sûr. La chapelle sembla tourner autour de David. Ses mains se resserrèrent involontairement sur les épaules de Tommy. Tommy, tu es sûr? Tu as peut-être rêvé. Non, papa. Elle était là. Elle sentait son parfum. Tommy a pointé du doigt, à travers la salle bondée, un homme grand aux tempes grisonnantes, debout au fond. Quelqu'un que David n'avait jamais vu auparavant. L'étranger les observait attentivement, un léger sourire aux lèvres. Et elle a dit que cet homme allait l'aider. La vision de David se rétrécit à un tunnel. L'étranger avait une 50aine d'années, bien habillé, dans un costume coûteux, avec un bronzage qui lui venait d'un endroit plus chaud que leur ville de Pennsylvanie. Lorsque leurs regards se croisèrent, le sourire de l'homme s'élargit et il leva la main dans ce qui aurait pu être une salutation ou un salut moqueur. David avait bâti sa réputation sur sa capacité à lire les gens, à savoir quand on essayait de le duper. Et tout son instinct, aiguisé par 20 ans de travail acharné, lui criait que cet homme était lié à quelque chose de très, très malsain. « Tommy, je veux que tu restes ici avec grand-mère Hélène. »« D'accord. » La voix de David était encore veloutée tandis qu'il guidait son fils vers la mère de Lisa. « Ne bouge pas avant mon retour. » Alors que David se frayait un chemin à travers la foule, son téléphone était déjà à la main, appelant l'inspecteur Ray Morrison. Ray lui devait des services. L'entreprise de David avait effectué des travaux chez l'inspecteur à prix coûtant. Et surtout, David détenait des informations sur des dettes de jeux que Ray préférait taire. « Ray, c'est David Reynolds. J'ai besoin que tu me fasses une plaque d'immatriculation immédiatement. » David garda une voix basse en se frayant un chemin à travers la foule, les yeux rivés sur l'inconnu qui se dirigeait vers la sortie. Pennsylvanie, 749 Lima Delta Mike. L'inconnu s'arrêta à la porte, puis se retourna une fois de plus. Cette fois, son sourire était inimitable, prédateur, moqueur. Il porta 2 doigts à son front en guise de salut décontracté avant de disparaître sous la pluie. « David, tu es là. » La voix de Ray grésilla dans le téléphone. « Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu as? » Cette plaque est enregistrée au nom de Trevor Mallory, à Philadelphie. Mais David, il y a autre chose. Ce type a un casier judiciaire. Fraude, usurpation d'identité, accusation de complot abandonné il y a 5 ans. De quoi s'agit-il? La mâchoire de David se serra si fort qu'il en eut mal aux dents. Je te rappelle.
Il raccrocha et resta sur le seuil de la chapelle, la pluie commençant à perler sur son costume. Trevor Mallory. Ce nom ne lui disait rien. Mais le visage de cet homme resterait gravé à jamais dans sa mémoire. Parce que si Tommy disait la vérité, et que David le lui disait, alors Lisa n'était pas morte. Elle avait simulé sa propre mort, pris l'argent de l'assurance et prévoyait de disparaître avec un criminel condamné. David sortit à nouveau son téléphone, appelant cette fois son avocat. « Bill, c'est David. J'ai besoin que tu gèles immédiatement tous les comptes de Lisa. Chaque carte de crédit, chaque compte bancaire, le versement de l'assurance vie, tout. Peu importe les acrobaties juridiques que tu devras faire. Fais-le, c'est tout. » David, que se passe-t-il? Elle n'est pas morte, Bill. Et je vais le prouver. Alors que David retournait à la chapelle, son esprit travaillait déjà, calculait, planifiait. Il regarda les visages autour de lui. Amis, famille, collègues, et se demanda combien d'entre eux étaient au courant, combien avaient participé au mensonge. Son regard tomba sur Tommy, qui se tenait exactement là où il l'avait laissé, l'air perdu et petit à côté de sa grand-mère. Mais David Reynolds n'allait pas laisser son fils grandir en croyant que sa mère était morte alors qu'elle était en réalité une criminelle menteuse et tricheuse. Et il n'allait certainement pas la laisser s'en tirer comme ça. L'ancien David aurait pu se sentir blessé, se demander ce qu'il avait fait de mal. Mais ce David était mort au moment où Trevor Mallory lui avait souri. Ce qui restait était quelque chose de plus froid, de plus dur. Un homme qui s'était élevé à partir de rien et qui détruirait quiconque tenterait de lui prendre ce qui lui appartenait. Lisa avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Elle avait trahi David Reynolds. Et David Reynolds n'oubliait jamais. Il ne pardonnait jamais. Chapitre 2. Le fondement du mensonge. 3 jours après les funérailles, David était assis dans son bureau, entouré de documents financiers et de photos étalées sur son immense bureau en chêne. La maison semblait différente maintenant, non pas vide, mais hostile, comme si les murs eux-mêmes lui avaient menti. Tommy était à l'école, offrant à David l'intimité dont il avait besoin pour enquêter sur la tromperie de sa femme. David avait rencontré Lisa Hoffman 7 ans plus tôt lors d'une soirée caritative pour l'hôpital pour enfants. Elle travaillait alors comme infirmière pédiatrique, belle dans cette attitude de fille à accent grave côté qui avait immédiatement attiré son attention. David avait 35 ans, récemment divorcé d'une femme qu'il avait épousée pour son argent et l'avait quittée lorsqu'elle avait compris qu'il attendait d'elle qu'elle gagne sa vie. Lisa semblait différente, travailleuse, honnête, sincèrement attentionnée envers les autres. Leur relation avait été un tourbillon. Lisa avait semblé impressionnée par sa réussite, mais pas dépassée. Elle faisait ses heures de travail à l'hôpital, faisait du bénévolat aux réfugiés, d'une manière ou d'une autre, parvenait à convaincre David qu'il pouvait à nouveau lui faire confiance. À la naissance de Tommy, 6 ans plus tôt, David pensait enfin avoir la famille dont il avait toujours rêvé. Maintenant, en examinant les relevés bancaires fournis par son détective privé, David comprit la vérité. Lisa avait systématiquement transféré de l'argent pendant des mois avant sa mort. De petites sommes au début, $500 par-ci, 1000 par-là, transférées sur des comptes qu'il n'avait jamais vus auparavant. La police d'assurance vie qu'elle l'avait convaincu de porter à $2 millions 6 mois plus tôt. La mystérieuse sœur de l'Ohio qui avait soi-disant besoin d'aide pour ses frais médicaux, une sœur qui n'existait pas, d'après la vérification des antécédents ordonnés par David. Son téléphone vibra. Marcus Webb, son chef de la sécurité, ancien marine ayant effectué 2 missions en Afghanistan avant que David ne l'engage, avait des informations. « Patron, ça ne va pas vous plaire, » dit Marcus sans préambule. « J'ai retrouvé la voiture accidentée. Le corps à l'intérieur n'était pas celui de votre femme. » David serra le téléphone plus fort. « Expliquez-moi. » Les dossiers dentaires ont été échangés. J'ai un contact au bureau du coin. Il me doit de l'argent depuis que j'ai sauvé son enfant de la prison l'année dernière. La femme décédée s'appelait Carmen Rodriguez, portée disparue d'un refuge pour sans-abri 3 jours avant l'accident. Taille et corpulence similaires à celle de Lisa, mais les dents étaient toutes fausses jusqu'à ce que quelqu'un s'assure que les bons dossiers finissent dans le bon dossier. Et Lisa a pris un vol pour Miami le lendemain matin de l'accident, utilisant une fausse carte d'identité au nom d'Amanda Torres. Elle préparait ça depuis des mois, peut-être plus longtemps. David se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur sa propriété, 4 hectares de terrain soigneusement entretenu qui représentaient tout ce qu'il avait construit à partir de rien. Son père était un ivrogne mort ruiné et oublié.
Sa mère avait fait des ménages jusqu'à en avoir le dos qui lâche. David avait juré qu'il ne serait jamais aussi vulnérable. Ne laissez jamais personne avoir un tel pouvoir sur lui. Et Trevor Mallory? C'est là que ça devient intéressant. Mallory n'est pas qu'un escroc. Il a des relations avec des gens sérieux, des opérations de blanchiment d'argent, des réseaux de faux documents, mais plus que ça, il a un passé avec vous. David se détourna de la fenêtre. Que voulez-vous dire? Vous vous souvenez du projet Westbrook il y a 8 ans? Celui où quelqu'un avait divulgué vos offres à la concurrence et vous avez coûté le contrat? Ce souvenir frappa David comme un coup de poing. Le projet de Westbrook Mall, un projet de 50 millions de dollars qui aurait dû lui revenir. Quelqu'un avait soumis ses offres exactes à Consolidated Construction, leur permettant de le sous-estimer juste assez pour gagner. David avait perdu non seulement le contrat, mais 3 de ses meilleurs contremaîtres qui avaient fait défection chez Consolidated contre la promesse d'un emploi stable. La fuite venait de l'intérieur de votre organisation, continua Marcus. Je n'ai jamais pu prouver qui, mais j'avais des soupçons sur quelqu'un de votre service comptabilité. Un certain Trevor Morrison. Morrison. La voix de David était d'un calme mortel. Pas Mallory. Même type, non différent. Il a travaillé pour toi pendant 6 mois. Il avait accès à tous tes dossiers financiers, à tous tes préparatifs pour les dossards. Puis il a disparu juste après l'annonce du contrat avec Westbrook. Je parie qu'il a changé de nom après ce boulot. David s'est affalé dans son fauteuil, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une clarté essayante. Trevor n'avait pas rencontré Lisa par hasard. Il l'avait ciblée, utilisée, joué le jeu à long terme pour se venger de David. Mais quoi? David essayait de se souvenir de Trevor Morrison, un homme calme et sans prétention d'une 40aine d'années qui semblait compétent dans son travail. David avait à peine remarqué qu'il avait démissionné. Il y a autre chose, dit Marcus. J'ai trouvé où il loge. Une maison de plage à Key Argo enregistrée sous un autre faux nom. Mais ils ne se cachent pas très bien. On dirait qu'ils veulent être retrouvés parce qu'ils pensent que je suis en deuil. Ils pensent que j'ai gobé toute la mascarade. Le rire de David était froid et sans humour. Combien de temps te faudrait-il pour y aller? Je pourrais être là-bas dans 2 heures. Mais patron, si c'est un piège, on s'en prend d'abord à nous. David était déjà en mouvement, sortant des dossiers de son bureau, son esprit explorant les possibilités. Mais on n'ira pas les arrêter. On va les laisser croire qu'ils ont gagné. Qu'ils se sentent à l'aise. Et ensuite, on va les détruire si complètement qu'ils regretteront d'avoir entendu le nom de Reynolds. Après que Marcus eut raccroché, David resta seul dans son bureau, les yeux fixés sur sa photo de mariage. Le sourire de Lisa était différent, calculateur au lieu d'être affectueux. Il lui avait tout donné, lui avait confié son fils, son cœur. L'ancien David aurait été dévasté par cette trahison. Mais l'ancien David était mort, enterré juste à côté du mensonge des funérailles de Lisa. David sortit son téléphone et appela de nouveau son avocat. « Bill, j'ai besoin que tu commences à liquider des biens. » Discrètement. « J'ai besoin d'environ 5 millions en liquide. » Introuvable. « David, qu'est-ce que tu prépares? » La justice, dit simplement David. Le genre de vengeance qu'on ne peut pas avoir au tribunal. Alors que le soleil se couchait sur sa propriété, David Reynolds commença à préparer sa vengeance. Elle serait méthodique, minutieuse et absolument impitoyable. Lisa et Trevor pensaient l'avoir volée, humiliée, ridiculisée. Ils ignoraient totalement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient réveillé quelque chose qui aurait dû rester enfoui. L'homme impitoyable et violent qu'était David avant le succès l'avait adouci. Cet homme était de retour, et il allait leur rappeler à tous deux que David Reynolds n'oubliait jamais une trahison. Jamais. Chapitre 3. La préparation du chasseur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles, et aux yeux du monde extérieur, David Reynolds apparaissait comme un veuf endeuillé luttant pour reconstruire sa vie. Il avait repris le travail, assisté au match de foot de Tommy, et même dîné avec des amis bien intentionnés qui pensaient qu'il avait besoin de compagnie. La performance était impeccable, un homme acceptant lentement sa perte et allant de l'avant. La réalité était bien différente. Au sous-sol de sa maison, David avait aménagé une salle de crise. Des cartes de Floride, marquées d'épingles rouges, couvraient les murs, indiquant les déplacements de Lisa et Trevor.
Des photos prises par l'équipe de surveillance de Marcus montraient le couple vivant confortablement dans leur maison de plage, dépensant l'argent qui aurait dû être l'héritage de Tommy. Ils étaient devenus insouciants, confiants dans leur tromperie. David étudia les dernières photos de surveillance, l'air froid comme l'hiver. Lisa avait changé. Ses cheveux blonds étaient maintenant bruns, coupés courts avec raffinement. Elle avait maigri, s'habillait mieux, se tenait avec une assurance que David n'avait jamais vue dans leur mariage. À côté d'elle, Trevor Mallory avait tout de l'homme d'affaires prospère qu'il prétendait être. Ils pensaient avoir gagné. C'était leur première erreur. Rapport Marcus, dit David sans lever les yeux tandis que son chef de la sécurité entrait au sous-sol. Ils vivent sous les noms d'Amanda et Richard Torres. Trevor s'est renseigné sur l'achat d'une propriété au Costa Rica, dans un pays sans traité d'extradition. Je dirais qu'il prévoit de disparaître définitivement dans le mois qui vient. Parfait. Ça nous donne une idée du temps. David se tourna vers Marcus, qui était devenu plus qu'un employé au fil des ans. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un ami pour David. Et les agents locaux? J'ai 2 hommes en poste. D'anciens militaires, parfaitement discrets. Ils peuvent agir sur parole. Marcus marqua une pause, observant le visage de son patron. David, je dois te demander, quel est le but ultime? Parce que si tu complotes ce que je pense, je prévois de récupérer l'héritage de mon fils. Je prévois de m'assurer que ces deux-là ne puissent plus jamais nuire à une autre famille comme ils ont blessé la mienne. La voix de David était calme, mais quelque chose sous-jacent fit reculer Marcus. Et je prévois de faire passer le message que trahir David Reynolds a des conséquences. David se dirigea vers un autre mur où il avait construit les profils détaillés des 2 cibles. Celui de lui montrait sa carrière d'infirmière, son histoire familiale, ses associés connus, mais c'est le profil de Trevor qui retint l'essentiel de son attention. Parle-moi encore de Trevor Morrison. Tout. Marcus consulta ses notes. Né Trevor Alan Morrison à Détroit, il avait 47 ans. Son père était un petit délinquant. Il est mort en prison quand Trevor avait 12 ans. Sa mère s'est remariée 2 fois avec des hommes peu attentionnés envers son fils. Trevor était intelligent, il a obtenu son baccalauréat et un diplôme de comptabilité, mais il semblait toujours en vouloir à ceux qui avaient ce qu'il n'avait pas. Et quand il travaillait pour moi, vous étiez en pleine expansion, embauchant n'importe qui avec les qualifications. Trevor était compétent, discret, mais je m'en souviens maintenant. Il posait beaucoup de questions sur votre vie privée, votre premier mariage, vos pratiques commerciales, vos projets familiaux. Je pensais qu'il était simplement curieux, mais avec le recul, il m'observait, découvrant mes faiblesses. David serra les mâchoires. Le contrat Westpair n'était que le début. Il préparait cela depuis des années. David sortit un épais dossier intitulé « Phase 1 ». À l'intérieur se trouvaient des documents financiers détaillés, des documents juridiques et des photos. Trevor pense me connaître, pense pouvoir prédire mes actions, car je ne suis qu'un mari en colère comme les autres. Il a tort. Marcus ouvrit le dossier, haussant les sourcils en le lisant. Seigneur, David, tu ne t'en prends pas seulement à eux, tu t'en prends à tout ce qui leur a toujours tenu à cœur. Trevor Morrison a ruiné ma réputation une fois. Il m'a coûté des millions. Il m'a coûté des employés en qui j'avais confiance depuis des années. J'ai laissé passer l'affaire, pensant qu'il n'était qu'un homme désespéré qui commettait une erreur. Le sourire de David était d'une netteté remarquable. Mais ce n'était pas du désespoir. C'était personnel. Alors maintenant, je vais lui montrer ce que signifie vraiment, personnel. Le plan était élégant dans sa complexité. David avait passé ces 2 semaines non seulement à traquer Lisa et Trevor, mais aussi à enquêter sur tous les aspects de leur vie. La mère âgée de Trevor dans une maison de retraite dont les factures étaient mystérieusement payées sur un compte offshore. La vraie sœur de Lisa, qui a bel et bien existé, aux prises avec une addiction au jeu que Lisa avait secrètement entretenue. La fille de Trevor, issue d'une précédente relation, une étudiante qui ignorait totalement que son père était un criminel. Le plus beau, expliqua David en expliquant le plan à Marcus, c'est qu'ils ne le verront jamais venir. Ils pensent que je ne suis qu'un mari en deuil, peut-être méfiant, mais finalement impuissant. Ils ignorent que je jouais aux échecs pendant que jouais aux dames. La première phase commencerait par une pression financière, coupant les flux financiers qu'ils croyaient sûrs, rendant leurs fonds volés inaccessibles. La deuxième phase serait psychologique, leur faisant savoir qu'ils étaient traqués sans révéler ce que David savait. La troisième phase serait le piège,
les ramenant en Pennsylvanie, où David contrôlait l'environnement. « Et Tommy ?» demanda doucement Marcus. Pour la première fois, l'expression de David s'adoucit légèrement. « Tommy reste chez mes parents jusqu'à la fin. Il pense que c'est parce que j'ai besoin de temps pour digérer mon chagrin. En réalité, c'est parce que je ne veux pas qu'il s'approche de ce qui va arriver. » David sortit une dernière photo. Un cliché spontané de Lisa et Trevor riant à la terrasse d'un restaurant, coupe de champagne levée pour trinquer. Lisa portait un collier que David ne reconnaissait pas, cher et tape à accent grave l'œil. Trevor l'entourait de son bras, possessif et sûr de lui. « Ils font la fête », dit David doucement. « Ils font la fête d'avoir volé mon fils. Ils font la fête d'avoir été ridiculisés. Ils font la fête d'avoir détruit tout ce que j'ai construit. » Il reposa doucement la photo. Mais ses mains tremblaient de rage contenue. « Je vais leur donner une raison de vraiment fêter ça. » Marcus avait déjà vu David en colère contre des concurrents qui essayaient de l'arnaquer, contre des employés qui le volaient, contre les avocats de son ex-femme pendant le divorce. Mais là, c'était différent. C'était froid, calculé et absolument terrifiant. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda Marcus. « Demain. » La maison de retraite de la mère de Trevor est sur le point de connaître une crise financière. La sœur de Lisa va recevoir la visite intéressante de personnes très sérieuses, et leur parfaite petite maison de plage va devenir très inconfortable. David éteignit les lumières de la salle de crise, ne laissant apparaître que la lueur des écrans de surveillance. Sur les écrans, Lisa et Trevor étaient visibles à travers les fenêtres de leur paradis volé, inconscients que leur monde était sur le point de s'effondrer autour d'eux. « Ils voulaient jouer à des jeux avec David Reynolds, dit-il doucement. Ils sont sur le point d'apprendre que je ne joue pas. Je joue pour de bon. » Alors qu'il montait l'escalier, Marcus ne parvenait pas à se défaire du sentiment de suivre un homme qui avait franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais franchir. Mais David Reynolds avait été son patron pendant 5 ans, lui avait sauvé la vie plus d'une fois et avait gagné sa loyauté par des moyens qui ne s'achetaient pas. Quoi qu'il arrive, Marcus irait jusqu'au bout. Même si cette fin était plus sombre qu'il ne pouvait l'imaginer. Chapitre 4. Les titans du net. David se tenait sur la terrasse d'observation d'un hôtel de Miami, observant la maison de plage avec des jumelles puissantes tandis que le soleil de Floride peignait le ciel de nuances orange et rouge. 3 jours s'étaient écoulés depuis le début de la phase 1, et les résultats étaient déjà visibles. Trevor arpentait la terrasse de leur maison de location, le téléphone collé à l'oreille, son langage corporel irradiant de frustration et de panique croissante. La maison de retraite a appelé ce matin, a rapporté Marcus en baissant ses propres jumelles. Le compte de la mère de Trevor a été gelé pour cause de l'irrégularité dans la source de financement. Ils exigent un paiement immédiat, sinon elle sera transférée à la police du comté. Le sourire de David était froid. Et la sœur de Lisa a reçu la visite d'agents de recouvrement très convaincants. Il s'avère que son problème de jeu a attiré l'attention du mauvais côté. Elle a suffisamment peur pour coopérer. Il nous a tout raconté sur les communications de Lisa avec elle au cours des 6 derniers mois. À travers les jumelles, David a regardé Lisa sortir de la maison, le visage crispé par l'inquiétude. Elle n'était plus la femme confiante des précédentes photos de surveillance. La pression fonctionnait. Phase 2, demanda Marcus. Ce soir, David avait appris la patience dans le bâtiment. On ne pouvait pas bâcler les fondations, ni presser la prise de l'acier, mais une fois les fondations posées, on frappait vite et fort. Lisa et Trevor étaient sur le point de découvrir que leur crime parfait comportait de graves failles. À minuit, David se tenait dans l'ombre devant la maison de plage tandis que Marcus se postait à la sortie de service. Il n'était pas là pour affronter. Pas encore. Il s'agissait de guerre psychologique, de faire comprendre aux cibles qu'elles étaient traquées. David il sortit un petit appareil et l'activa. À l'intérieur de la maison, tous les appareils électroniques recevaient simultanément le même message. Une photo de Lisa et Trevor aux funérailles de David, montrant clairement leur visage dans la foule. Pas un mot, pas de menace, juste l'image qui prouvait que quelqu'un savait exactement qui ils étaient et ce qu'ils avaient fait. La réaction fut immédiate. David entendit des cris à l'intérieur de la maison. Il vit les lumières s'allumer en succession rapide. Par la fenêtre, il vit Trevor s'emparer d'ordinateurs portables, de papier, de tout ce qui pouvait être une preuve de leur tromperie. Puis David fit quelque chose qui allait hanter leur cauchemar. Il frappa à la porte d'entrée. 3 coups lents et précis. La maison devint silencieuse. David attendit exactement 60 secondes,
puis frappa à nouveau. Même rythme, même motif. Il vit des ombres se déplacer derrière les rideaux. Il imagina la panique qui montait à l'intérieur. Au troisième coup, la voix de Trevor traversa la porte, essayant de paraître calme, mais en vain. « Qui est là ?» David ne dit rien. Il déposa simplement une rose rouge, du même type que celle des obsèques de Lisa, sur le pas de la porte. Et se fondit dans l'obscurité. De sa cachette, David regarda Trevor ouvrir la porte 20 minutes plus tard, les mains tremblantes en ramassant la rose. Par la fenêtre, David vit Lisa faire les 100 pas, argumentant avec frénésie tandis qu'ils se disputaient à voix basse et désespérée. Leur rupture, observa Marcus à travers le système de communication. Bien. Laissons-les mijoter quelques jours. La peur est plus efficace que la force. Le lendemain matin, David était assis dans un café à 3 pâtés de maison de la maison de plage, lisant un journal et observant Trevor par la fenêtre. L'homme avait l'air hagard, regardant constamment par-dessus son épaule, sursautant au moindre bruit. David avait observé le même regard chez des ouvriers du bâtiment surpris en train de voler, le désespoir paranoïaque de quelqu'un qui se savait pris au piège, mais ne voyait pas les murs se refermer. Le téléphone de Trevor sonna, et David vit son visage pâlir lorsqu'il répondit. David sourit, sachant exactement ce que Trevor entendait. La voix de sa mère âgée, confuse et effrayée, demandant pourquoi la maison de retraite menaçait de la transférer dans un endroit avec des barreaux aux fenêtres. Après Trevor raccrocha et passa 3 autres appels. Les contacts de David dans le secteur bancaire veilleraient à ce qu'aucun d'eux ne se passe bien. Les comptes offshore furent gelés, dans l'attente d'une enquête pour activité suspecte. Les cartes de crédit furent bloquées pour des raisons de sécurité. L'argent qu'il croyait caché en lieu sûr n'était plus accessible. David termina son café et sortit, prenant soin de passer directement devant la fenêtre du café où Trevor était assis. Il ne regarda pas Trevor, ne lui fit aucun signe de tête, mais il savait que l'homme l'avait vu. David sentit ses regards effrayés le scruter tandis qu'il s'éloignait. Ce soir-là, David reçut l'appel qu'il attendait. La voix de Lisa était tendue, à peine maîtrisée. « David. David, c'est toi ? Bonjour, Lisa. » La voix de David était calme, presque amicale. « Quel temps fait-il en Floride ?» Le silence dura près de 30 secondes. Lorsque Lisa reprit la parole, sa voix n'était qu'un murmure. « Que veux-tu ? Je veux parler face à face. Juste nous 3. 3. Toi, moi et Trevor. Je crois. Il est temps d'avoir une conversation honnête sur l'héritage de Tommy. » Encore une longue pause. « David, je peux t'expliquer. J'en suis sûr. Jeudi au Pier 17 à Miami Beach, au coucher du soleil. Venez seuls tous les deux. Pas de farce, pas de jeu, pas de fuite. » La voix de David se durcit. « Parce que si tu cours, je te retrouverai. Et notre prochaine conversation ne sera pas aussi polie. Comment puis-je être sûr que tu n'appelleras pas la police ?» David rit et le bruit fit frissonner Lisa malgré la chaleur floridienne. « Lisa, si je voulais impliquer la police, tu serais déjà en garde à vue. J'ai des photos de toi vivante après tes funérailles. Des relevés financiers montrant les transferts d'argent. Un témoignage localisant Trevor à l'hôpital où il a échangé les dossiers dentaires. J'ai assez de preuves pour vous enfermer tous les deux pendant 20 ans. Et après ? Demain. Au coucher du soleil. Ne me décevez pas. » David raccrocha et se tourna vers Marcus, qui écoutait la conversation. « Je pense qu'ils viendront. Ils n'ont pas le choix. Tu les as coincés et ils le savent. » Marcus marqua une pause. « Mais David, ils vont être désespérés. Les gens désespérés font des bêtises. » « J'y compte bien, » dit David doucement. « Trevor Morrison a ruiné ma réputation professionnelle et pensait pouvoir voler ma famille. Il est sur le point d'apprendre que certaines dettes ne se paient que par le sang. » Alors que la nuit tombait sur Miami, David effectuait ses derniers préparatifs. Demain serait l'aboutissement de semaines de planification, d'années de rage enfouie et d'une vie passée à apprendre que, dans ce monde, seuls les plus forts survivent. Lisa et Trevor pensaient l'avoir battu, l'avoir surpassé, lui avoir pris tout ce qui lui était cher. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Chapitre 5. La jetée. Le soleil était bas sur Miami Beach tandis que David descendait seul la jetée 17, ses pas résonnant sur les planches de bois patinées.
La jetée s'étendait sur près de 400 mètres dans l'Atlantique, son extrémité plongée dans le crépuscule naissant. David avait choisi cet endroit avec soin, suffisamment isolé pour préserver son intimité, suffisamment public pour que Lisa et Trevor se sentent en sécurité à l'approche, avec une seule entrée et une seule sortie. Marcus était posté sur un toit voisin, muni d'une lunette de visée, non pas pour intervenir, mais pour documenter ce qui se passait. David avait besoin que cette conversation soit enregistrée, qu'il ait des preuves de ce qui allait se passer. De l'autre côté de la rue, David s'arrêta et regarda sa montre. 6h15. Ils étaient en retard, ce qui signifiait soit qu'ils ne viendraient pas, soit qu'ils préparaient quelque chose. D'après son expérience, les animaux acculés choisissent toujours le combat ou la fuite. David, la voix provenait de derrière lui. David se retourna lentement, les mains visibles et vides. Lisa se tenait à 9 mètres, le visage pâle dans la lumière mourante. Elle paraissait plus petite, diminuée par le poids de ses mensonges. Derrière elle, Trevor Mallory émergea de l'ombre, la main droite étrangement proche de la poche de sa veste. Lisa, Trevor. La voix de David était conversationnelle, presque amicale. Merci d'être venu. Que voulez-vous, demanda Trevor en s'avançant d'un pas protecteur devant Lisa. Le geste aurait pu être noble si David n'avait pas su que cet homme était un criminel de carrière qui avait utilisé sa femme pour voler 2 millions de dollars. Je veux la vérité. Toute la vérité. Commençons par le pourquoi. Lisa perdit son sang-froid. David, tu dois comprendre. Je comprends que tu aies simulé ta propre mort. Je comprends que tu aies volé l'héritage de Tommy. Je comprends que tu aies planifié ça avec un homme qui avait travaillé pour moi sous un faux nom. La voix de David resta calme, mais son regard était froid comme l'acier. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as cru pouvoir t'en tirer. Trevor sortit quelque chose de sa veste. Pas une arme, remarqua David avec intérêt, mais un téléphone. Parce que nous sommes plus intelligents que tu ne le pensais. Parce que ton arrogance t'a rendu négligent. Négligent. Tu penses être le seul à pouvoir anticiper. La confiance de Trevor revenait. Enhardi par le petit atout qu'il pensait détenir. Tu crois qu'on ne savait pas que tu nous en prendrais après? David attendit, laissant Trevor parler. En affaires, il avait appris que si on se taisait assez longtemps, on en disait toujours plus qu'on ne le pensait. La maison de retraite, les comptes gelés, les jeux psychologiques. On s'attendait à tout ça. Trevor souriait maintenant. La même expression prédatrice que David avait vue à l'enterrement. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'était à quel point il serait facile de monter ses propres hommes contre soi. David sentit un pincement au cœur. Explique-moi. Lisa retrouva sa voix. Marcus nous fournit des informations depuis des mois. David, votre chef de la sécurité, votre employé le plus fidèle. Il travaillait pour nous depuis bien avant que nous commencions à planifier tout ça. Ces mots frappèrent David comme un coup de poing. Marcus Webb, l'homme à qui il avait confié sa vie, la sécurité de son fils, ses affaires les plus sensibles. Marcus, celui qui l'avait aidé à planifier cette confrontation. C'est exact, poursuivit Trevor en sortant son téléphone et en montrant l'écran à David. Il affichait une conversation par SMS entre Marcus et un certain monsieur. Les messages décrivaient en détail les plans de David, y compris sa localisation actuelle. Marcus était une assurance au cas où vous vous révéleriez plus difficile que prévu. L'esprit de David explorait toutes les implications. Chaque plan qu'il avait fait, chaque mouvement qu'il avait calculé, Marcus avait connu, ce qui signifiait que toute cette confrontation était un piège, et il s'était entré directement. La belle partie, dit Lisa, sa voix gagnant en force en voyant le choc de David, c'est que Marcus n'est pas là pour vous aider ce soir. Il rencontre actuellement des agents fédéraux, remettant des preuves que vous utilisez votre entreprise de construction pour blanchir de l'argent pour le crime organisé. Records bancaires, documents de forge, transfert de câbles, le tout avec votre signature. Tous fabriqués, a déclaré David tranquillement, mais très convaincant, surtout lorsqu'il est combiné avec le témoignage de Marcus sur votre comportement de plus en plus erratique et violent depuis ma mort. Le sourire de Lisa était vicieux. Maintenant, d'ici demain matin, vous serez en garde à vue fédérale, et Trevor et moi serons très riches réfugiés dans un pays qui ne finira pas. David a silencieux le silence pendant un long moment, traitant la trahison, la portée de leur planification, la manière élégante de leur propre confiance contre lui. C'était, il devait l'admettre, brillant.
C'était aussi exactement ce à quoi il s'attendait. Vous savez, David a déclaré enfin. Au cours de toutes mes années de travail, j'ai appris une vérité fondamentale sur les gens. Tout le monde a un prix. La question est de savoir si ce prix est de l'argent, de la sécurité, de la vengeance ou autre chose. Trevor fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Marcus Webb, ancienne marine, 2 tournées en Afghanistan, a décoré un vétéran qui est rentré à la maison pour constater que sa femme avait vidé ses comptes bancaires et disparu avec son meilleur ami. La voix de David était décontractée, comme s'il discutait de la météo. Un homme dont la confiance dans les gens était si brisée qu'il a passé 3 ans à vivre dans la rue avant de le trouver. Lisa et Trevor ont échangé des regards, l'incertitude se glissant dans leurs expressions. Marcus est absolument fidèle à moi, a poursuivi David. Pas parce que je le paie bien, même si je le fais. Pas parce que je lui ai donné un but, même si je l'ai fait. Il est fidèle parce que je suis la seule personne de 10 ans qui ne l'a pas trahi. Donc, quand vous l'avez approché il y a 6 mois avec votre plan, il est venu directement vers moi. La couleur drainage de Trevor. Clear. Trevor Morrison, également connu sous le nom de Trevor Mallory, également connu de 6 autres alias. Incroyable combien de preuves les agents fédéraux peuvent trouver lorsqu'un citoyen concerné leur fournit des dossiers financiers détaillés, des témoignages et des images de surveillance. La main de Trevor se déplaça vers sa veste, mais David a tenu un doigt d'avertissement. Je ne le ferai pas. Marcus est vraiment sur ce toit et son fusil a une portée efficace de 800 mètres. Que voulez-vous? Murmura Lisa. Je veux que l'héritage de Tommy revienne. Chaque centime que je veux signer des confessions détaillant comment vous avez simulé votre mort, qui vous a aidé et où est allé l'argent. Et je veux que vous disparaissiez tous les deux si complètement que mon fils n'a jamais à savoir que sa mère a choisi de trahir sa famille plutôt que de les aimer. Et si nous refusons, l'expression de David n'a pas changé. Mais quelque chose dans ses yeux les a fait reculer tous les deux. Ensuite, vous découvrirez que certaines dettes ne peuvent être payées que dans un sens. Et Trevor me doit déjà pour le contrat de Westbrook il y a 8 ans. Comme si cela était invoqué par ses paroles. La voix de Marcus est passée à travers un petit haut-parleur. David a tiré de sa poche. Les agents emménagent de le continent. Boss, vous avez environ 3 minutes. David a regardé sa montre, puis les 2 personnes qui ont tenté de détruire sa vie. Vous avez 60 secondes pour décider. Confession et restitution ou faites face aux conséquences de la traversée de David Reynolds. Les vagues ont tiré contre les pairs alors que Lisa et Trevor ont réalisé qu'ils avaient été surpassés dès le début. Ils pensaient qu'ils chassaient David, mais ils les chassaient tout au long. Et David Reynolds a toujours eu sa proie. Chapitre 6. Le choix. La jetée semblait rétrécir autour d'eux alors que l'ultimatum de David était suspendu dans les airs. Lisa et Trevor se tenaient gelés, le poids de leur situation qui coule enfin. Les agents fédéraux avaient mentionné que Marcus. Vous avez planifié tout cela, a déclaré Trevor, sa voix creux de défaite. Dès le début, à partir du moment où Tommy m'a dit ce que vous avez dit lors des funérailles. La voix de David était une question de fait. Pensiez-vous vraiment que je réussirais par accident? Que j'avais construit une entreprise de plusieurs millions de dollars en étant naïve? Lisa trouva sa voix, le désespoir de le faire craquer. David, s'il vous plaît. Je sais que ce que nous avons fait était mal, mais mal. La façade calme de David a craqué pour la première fois, révélant la fureur sous la mort. Faux. David a fait un geste vers la maison de plage visible au loin. Je vous ai tout donné. Une maison, une sécurité financière, une famille et vous l'avez jeté pourquoi? Excitation? Le frisson d'être des criminels. Trevor s'avança, sa main se déplaçant vers sa veste. Peut-être que nous devrions juste Trevor Morrison. Le nom l'a arrêté froid. Fils de Robert Morrison, voleur armé reconnu coupable. Beau-fils de Carl Hoffman, qui vous a battu régulièrement jusqu'à ce que vous soyez assez vieux pour riposter. Trevor Morrison, qui a passé toute sa vie à ressentir des personnes qui avaient ce qu'il ne faisait pas. David a commencé à marcher lentement vers eux, sa voix portant le poids de l'autorité absolue. Vous avez ciblé mon entreprise il y a 8 ans parce que vous saviez que j'avais réussi, savez que j'avais quelque chose que vous vouliez. Quand cela ne suffisait pas, vous avez passé des années à planifier cela, à étudier mon mariage, à apprendre mes faiblesses, à retourner ma femme contre moi. Elle était déjà malheureuse. Trevor grogna.
Vous pensez que votre argent et votre grande maison ont compensé le fait que vous l'avez traité comme un employé au lieu d'une femme. Les mots ont frappé leur marque, la mâchoire de David se serre visiblement. Peut-être que je n'étais pas le mari parfait, mais je ne lui ai jamais menti. Je ne l'ai jamais trahi. Et je ne l'ai certainement jamais utilisé pour voler notre fil. Lisa pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. David, et si nous redonnons tout? Et si nous avouons? Faites les choses correctement. Faites les choses correctement. Le rire de David était amer. Comment faites-vous le bien pour Tommy? Comment expliquez-vous à un enfant de 6 ans que sa mère n'est pas morte? Elle a juste décidé qu'elle ne voulait plus être sa mère. Les moteurs du bateau se rapprochaient. David a sorti son téléphone et leur a montré un SMS. Les agents fédéraux seront là en 90 secondes. Vous avez le choix de faire. Trevor a tiré quelque chose de sa veste. Pas un pistolet, mais un couteau. Peut-être que nous devrions faire notre propre choix. David n'a pas bougé. Je n'ai même pas cligné des yeux. Vous allez me couper sur une jetée avec des agents fédéraux qui approchent et une surveillance de tireurs d'élite. Comment cela résout-il exactement vos problèmes? Peut-être que cela ne les résout pas, a déclaré Trevor, le couteau tremblant dans sa main. Mais c'est sûr que l'enfer me fait me sentir mieux. Trevor, non. Lisa a commencé, mais il l'a coupé. Non, je suis fatigué d'être la victime ici. Fatigué de lui agir comme s'il était une sorte d'ange vengeant. La voix de Trevor augmentait, une raison primordiale de panique. Il a détruit ma vie une fois, m'a coûté tout ce pourquoi je travaillais. Je ne le laisse pas recommencer. Vous avez détruit votre propre vie, dit doucement David. J'ai juste refusé de te laisser emporter le mien avec. Trevor se précipita en avant avec le couteau, mais David était prêt. Des années de travail de construction l'avaient maintenu fort et des années de traitement de concurrents violents lui avaient appris à se battre. Il a contourné l'attaque maladroite. Attrapa le poignet de Trevor et se tordit jusqu'à ce que le couteau claqua sur la jetée. Agents fédéraux, tout le monde se fige. La voix est venue de derrière eux alors qu'un navire de la garde côtière s'est arrêté à la jetée, des agents armés déjà visibles sur le pont. David recula de Trevor, ses mains levées et visibles. David Reynolds, a-t-il crié. Je suis celui qui a appelé ça. L'agent s'arracha et monté sur la jetée, son arme tirée mais baissée. Monsieur Reynolds s'éloigne des suspects. Alors que David s'éloignait, Trevor a fait un dernier choix désespéré. Au lieu de s'abandonner, au lieu d'accepter la défaite, il a saisi la main de Lisa et a couru vers l'extrémité de la jetée. Trevor, non. Cria Lisa, mais il était au-delà de la raison maintenant. David a regardé dans le froid satisfaction tandis que Trevor se rendait compte qu'il n'y avait nulle part où aller. La jetée s'est terminée en eau libre sans bateau en attente, sans itinéraire d'évasion, sans issue sauf la remise ou le suicide. Trevor se tenait au bord de la jetée, tirant Lisa contre lui comme un bouclier humain. Restez en arrière. Je vais sauter. Je vais l'emmener avec moi. Trevor, s'il vous plaît. Lisa a sangloté. C'est fini. Abandonnez-vous. Ce n'est pas fini avant de dire que c'est fini. L'agent Chin a fait former son arme sur Trevor, mais avec Lisa dans ses bras, elle ne pouvait pas risquer un coup. Monsieur, laissez partir la femme. Il n'y a nulle part où courir. Il y a toujours quelque part à courir. Trevor grogna, mais sa bravade se fissurait, le désespoir montrant. David s'avança, ignorant l'ordre de l'agent Chin de rester en arrière. Trevor, regarde-moi. Les yeux sauvages de Trevor se fixèrent sur le visage de David. Vous avez perdu. C'est fini. Mais il vous reste encore un choix. Voulez-vous être rappelé comme un lâche qui a emmené une femme innocente avec lui? Ou voulez-vous faire face aux conséquences de vos actions comme un homme innocent? Trevor rit hystériquement. Elle est aussi coupable que moi. Peut-être, mais elle est aussi la mère de mon fils, et malgré tout ce qu'elle a fait, Tommy ne mérite pas de la perdre 2 fois. Pendant un instant, Trevor a oscillé. David pouvait voir la lutte interne, les derniers vestiges de toute l'humanité que l'homme avait laissé en prête avec son désespoir et sa rage. Ensuite, Trevor a fait son choix final. Il a relâché Lisa, la poussant vers les agents et a plongé en arrière de la jetée dans l'eau sombre en dessous. David se précipita vers le bord, regardant vers le bas dans les vagues de barattage. Trevor Morrison avait disparu sous la surface,
et malgré les efforts de recherche immédiats de la garde côtière, il n'est jamais revenu. Certaines dettes, selon David, ne pouvaient être payées que dans un sens. Chapitre 7. Conséquences et confessions. 3 jours plus tard, David s'est assis en face de Lisa dans un centre de détente fédéral, séparé par du verre renforcé et connecté par un téléphone qui a enregistré chaque mot. Elle avait l'air arquée, brisée, rien de tel que la femme confiante qui avait commencé ce cauchemar. Sa combinaison orange était un contraste frappant avec les vêtements de créateur qu'elle avait portés en Floride. Ils ont trouvé son corps ce matin, a déclaré David sans préambule, lavé près de Kiskan. Lisa ferma les yeux, des larmes fraîches coulant sur son visage. Il n'était pas censé mourir, David. Rien de tout cela n'était censé se produire comme ça. Comment était-ce censé arriver, Lisa? Vous truquez votre mort, prenez l'argent de l'assurance et vivez heureux pour toujours pendant que notre fils grandit en pensant que sa mère est morte. Nous allions envoyer pour Tommy une fois que nous étions installés, une fois qu'il était sûr. Le rire de David était froid et sans humour. Envoyez-le comme un colis. Vous alliez kidnapper notre fils et le faire vivre avec des criminels en exil. Je ne ferai jamais de mal à Tommy. Vous l'avez déjà blessé. La façade calme de David se fissure, révélant la rage en dessous. Vous le laissez croire que vous étiez mort, Lisa. Vous l'avez laissé penser qu'il avait perdu sa mère pour toujours. Avez-vous une idée de ce que cela lui a fait? Lisa sanglotait ouvertement maintenant, le poids de ses choix s'écrasait enfin sur elle. Je pensais que ce serait plus facile pour lui. Une pause propre. Plus facile ou plus facile pour vous? Le silence s'étendait entre eux, rempli uniquement par les pleurs silencieux de Lisa. Enfin, David se pencha en avant, sa voix mortelle sérieuse. Le procureur fédéral vous offre un accord. 20 ans, éligible à la libération conditionnelle en 12 si vous coopérez pleinement. Compte tenu de ce que vous avez fait, fraude à l'assurance, vol d'identité, complot, abandon des enfants. C'est plus généreux que vous ne le méritez. Lisa leva les yeux, hope flicking dans ses yeux. Que dois-je faire? Confession complète, chaque détail de la façon dont vous avez planifié cela, qui vous a aidé, où l'argent est allé. Vous retournerez chaque centime que vous pouvez rendre compte et vous signez les articles mettant fin à vos droits parentaux. Mes droits parentaux? La voix de Lisa était un murmure. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez décidé de simuler votre mort. Tommy a besoin de stabilité. Doit savoir que les gens de sa vie ne l'abandonneront pas. La voix de David était implacable. Vous serez hors de prison à 18 ans. S'il veut une relation avec vous, alors ce sera son choix. Mais jusque-là, vous êtes légalement mort avec lui. David, s'il vous plaît. Ce sont les termes. Prenez-les ou faites face à la vie en prison. Les mains de Lisa tremblaient en tenant le téléphone. Et Tommy? Que allez-vous lui dire? La vérité. Que sa mère a fait de très mauvais choix et doit faire face aux conséquences. Que parfois les gens que nous aimons nous déçoivent, mais cela ne signifie pas que nous sommes mauvais ou que nous avons fait quelque chose de mal. Voulez-vous lui dire que je l'aimais? Pour la première fois, l'expression de David se ramolliait légèrement. Je lui dirai que sa mère était malade, qu'elle a fait des erreurs, mais qu'elle l'aimait, et je m'assurerai qu'il sait que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute. Lisa hocha la tête à travers ses larmes. Je veux conclure l'accord. 2 heures plus tard, David est sorti du bâtiment fédéral dans le sunshine de Miami. Marcus attendait près de la voiture, son visage sinistre. Comment ça s'est passé? Elle va coopérer. Confession complète, restitution financière, résiliation des droits parentaux. David est entré dans le siège passager, se sentant soudain épuisé. C'est fini. Marcus a commencé le moteur mais n'a pas mis la voiture en voiture. Boss, je dois demander, cela en valait-il la peine? Tout cela. David était calme pendant un long moment, regardant la rue Busy-Miami. Trevor Morrison m'a coûté le contrat de Westbrook il y a 8 ans. C'était une affaire. Je pourrais vivre avec. Mais quand il est venu après ma famille, quand il a utilisé ma femme pour voler mon fils, la voix de David s'est déroulée. Certaines lignes ne peuvent pas être coiffées, a déclaré Marcus doucement. Non, ils ne peuvent pas, et je ne regrette pas de les avoir traversées. Ils ont conduit en silence vers l'aéroport, où le jet privé de David a attendu pour les ramener en Pennsylvanie. Le téléphone de David a bourdonné un texte de ses parents.
Tommy a demandé, lorsque vous rentrez à la maison, nous lui avons bientôt dit. À la maison. David s'est rendu compte qu'il n'était plus sûr de ce que cela signifiait. La maison qu'il avait partagée avec Lisa, la vie qu'ils avaient construite ensemble, tout cela a été entaché maintenant par sa trahison. Mais Tommy était là, et Tommy était tout ce qui comptait. Marcus, à notre retour, je veux que vous commenciez à chercher une nouvelle maison, quelque chose de frais, quelque part que Tommy peut recommencer sans fantôme. Une zone particulière, quelque part avec de bonnes écoles, des quartiers sûrs, quelque part qu'un enfant de 6 ans peut être heureux. Alors que l'avion décollait de Miami, David a pensé à la conversation qu'il devait avoir avec Tommy. Comment expliquez-vous à un enfant que parfois les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui nous ont blessés le pire? Comment leur apprenez-vous à aimer à nouveau après la trahison? David Reynolds avait construit un empire à partir de rien, avait surmonté chaque obstacle que la vie lui avait lancé. Mais assis dans son jet privé, rentrant chez lui pour faire face aux questions de son fils, il n'était pas un homme d'affaires prospère ou un ennemi impitoyable. Il était juste un père essayant de ramasser les morceaux d'une famille brisée. La bataille la plus difficile n'a pas encore été à venir. Chapitre 8. Le calcul. 6 mois plus tard, David se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison. Une maison range-t-il tentaculaire dans la banlieue, loin des souvenirs qui hantaient leur ancienne place. À travers la fenêtre, il pouvait voir Tommy jouer dans la cour avec Rex, le chiot de berger allemand qu'ils avaient obtenu le mois dernier. Le garçon riait, le son portant à travers le verre comme de la musique. Cela avait pris du temps, une thérapie et d'innombrables conversations difficiles, mais Tommy guérissait. David lui avait dit une version adaptée à la vérité. Que sa mère avait été très malade, avait fait de mauvais choix et était maintenant dans un endroit où elle pouvait obtenir de l'aide. Tommy avait pleuré, avait été en colère, avait posé des questions qui avaient brisé le cœur de David. Mais les enfants étaient résilients, et avec aide, Tommy apprenait à faire confiance. La sonnette a sonné, interrompant les pensées de David. Marcus est apparu dans la porte de la cuisine, son expression sérieuse. « Boss, nous avons des visiteurs. » Agents fédéraux. David fronça les sourcils. L'affaire contre Lisa a été close, sa confession complète et sa condamnation prévue pour la semaine prochaine. Que veulent-ils? Ils ne diraient pas, juste qu'il s'agit de l'affaire Morrison. David a trouvé l'agent Chin et son partenaire qui attend dans son salon, leur visage tombé. Agent Chin, je pensais que nous avions déjà tout couvert. Monsieur Reynolds, nous sommes ici à propos de quelque chose qui a été révélé lors de notre enquête sur les antécédents de Trevor Morrison. Elle a sorti un fichier, diffusant des photos sur sa table basse. Ce sont des photos de surveillance de divers endroits où Morrison a opéré au cours des 5 dernières années. David a étudié les images, reconnaissant le visage de Trevor dans chacun. Qu'est-ce que je regarde? Trevor Morrison n'était pas seulement un escroc, Monsieur Reynolds. Il faisait partie d'un réseau plus grand. Les personnes qui se sont spécialisées dans le vol d'identité, la fraude à l'assurance et ce qu'ils ont appelé la dissolution familiale. Le sang de David a fait froid. Expliqué. Le partenaire de l'agent Chin, l'agent Brox, s'est penché en avant. Il cible les familles qui réussissent, étudie leur dynamique, trouve des faiblesses qu'ils peuvent exploiter. Ensuite, il détruit systématiquement ces familles de l'intérieur, généralement en retournant les membres de la famille les unes contre les autres ou en les manipulant dans des activités criminelles. Tu dis que Lisa n'était pas la seule? Elle était la 7e épouse que Morrison s'était manipulée pour simuler sa mort pour l'argent de l'assurance. Les 6 autres familles étaient toutes riches. Tous avaient des enfants. Tous correspondent au même profil. La voix de l'agent Chin était sombre. Aucune de ces femmes n'a survécu pour voir le procès. David sentit la pièce tourner autour de lui. Que voulez-vous dire? Morrison avait un modèle. Une fois l'argent d'assurance collecté, une fois les familles détruites, les femmes disparaissent. Généralement mis en scène sous forme de suicide ou d'accident. Il garderait l'argent et passerait à la cible suivante. L'implication a frappé David comme un coup physique. Lisa était censée mourir une fois que Morrison se sentait en sécurité avec l'argent. Nous avons trouvé des preuves dans ses effets personnels. Des plans détaillés pour organiser son suicide au Costa Rica. Elle n'aurait jamais atteint cette nouvelle vie qu'il lui a promis. David coulait dans sa chaise. Le poids de ce qu'il entendait s'installait sur lui. Elle était aussi une victime. Une victime qui est devenue complice. Oui.
Mais Morrison était le prédateur ici. Il a étudié votre famille pendant des mois avant de prendre contact avec votre femme. Il savait exactement quel bouton appuyer, exactement comment lui faire croire que la fuite était sa seule option. L'agent Brox a sorti un autre fichier. Il y a plus. Nous avons retracé le réseau de Morrison près d'une décennie. Il ne travaillait pas seul. Il y avait au moins 3 autres hommes opérant des programmes similaires à travers le pays. Nous avons identifié 17 familles ciblées, 12 épouses qui ont été manipulées en crime et 8 enfants qui ont perdu leur mère à cause de l'opération de Morrison. Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que vos actions, forçant Morrison en plein air, le faisant révéler ses méthodes, cela nous a permis de fermer l'ensemble du réseau. Nous avons procédé à 6 arrestations au cours du dernier mois, et nous avons pu réunir 3 enfants avec des mères qu'il pensait être mortes. L'esprit de David se déplaçait par les implications. Tommy aurait pu perdre les 2 parents. David à la prison pour vengeance qu'il pensait être justifiée et Lisa à la trahison ultime de Morrison. La prise de conscience qu'il avait été joué autant que Lisa était une pilule amère à avaler. Il y a autre chose. Dit tranquillement l'agent Chin. Nous avons été autorisés à offrir à Lisa un accord de plaidoyer modifié. Compte tenu de ce que nous savons maintenant sur la manipulation psychologique de Morrison, sur son histoire d'exploiter les femmes vulnérables, le procureur est disposé à réduire considérablement sa peine. Dans quelle mesure? 5 ans, éligible à la libération conditionnelle en 3 avec crédit pour le temps purgé en bonne conduite. Elle pourrait sortir dans 18 mois. David était silencieux pendant longtemps, traitant tout. La femme qu'il détestait pendant 6 mois. Le traître qu'il avait voulu détruire avait été autant une victime que lui. Morrison les avait tous joués, à transformer leur amour l'un pour l'autre en armes qu'ils pouvaient utiliser pour déchirer leur famille. Qu'est-ce que cela signifierait pour la situation de la garde de Tommy? Cela dépendrait de vous et du tribunal de la famille. La résiliation des droits parentaux pourrait être inversée si les 2 parents sont d'accord et si cela est jugé dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Après le départ des agents, David se tenait seul dans son salon, regardant les photos réparties sur sa table basse. Le visage de Trevor Morrison le regarda à partir d'une douzaine de coups de surveillance différents. Un prédateur qui avait fait carrière de détruire les familles. Marcus l'a trouvé là-bas 1 heure plus tard. « Boss, ça va ? » J'avais tort, Marcus. À propos de Lisa, à propos de tout. Vous n'auriez pas pu savoir. J'aurais dû le voir. J'aurais dû réaliser que Lisa n'était pas assez intelligente ou assez cruelle pour planifier quelque chose comme ça seule. La voix de David était creuse. J'étais tellement concentré sur la vengeance que je ne me suis jamais arrêté pour demander qui était vraiment responsable. Que allez-vous faire? David a regardé par la fenêtre sur Tommy, qui jouait toujours avec le chien, en riant toujours malgré tout ce qu'il avait vécu. Je vais parler à mon fils et ensuite je vais rendre visite à sa mère. Vous pensez que c'est sage? Je pense que David a dit lentement que Tommy mérite la chance de retrouver sa famille. Que reste-t-il? Ce soir-là, David s'est assis à Tommy pour la conversation la plus difficile de sa vie. Il a expliqué en mots qu'un enfant de 6 ans pouvait comprendre que parfois les mauvaises personnes incitent les bonnes personnes à faire de mauvaises choses. Cette maman avait été trompée, qu'elle était désolée, et que peut-être, juste peut-être, elle pourrait rentrer à la maison un jour. Tommy a écouté avec l'expression sérieuse que les enfants ont eue quand ils savaient que les adultes leur disaient quelque chose d'important. Lorsque David a terminé, Tommy était silencieux pendant un long moment. « Papa, si maman rentre à la maison, tu seras toujours en colère contre elle ?» David s'agenouilla au niveau de son fils, regardant ses yeux bleus innocents. « Je pourrais être triste pendant un moment, mon pote. Et déçu. Mais fou? Non, je ne pense plus que je serai en colère. » Bon, dit Tommy simplement. Parce qu'être fou tout le temps a l'air vraiment fatigué. Hors de la bouche des filles, David pensait que son enfant de 6 ans venait de lui apprendre quelque chose sur le pardon qu'il avait été trop fier d'apprendre par lui-même. Certaines trahisons, ont-ils réalisé, n'étaient pas du tout des trahisons. Ce n'étaient que des gens qui faisaient les mauvais choix pour ce qu'ils pensaient être les bonnes raisons. Et peut-être, juste peut-être, ces gens méritaient une seconde chance. Chapitre 9. Deuxième chance. 2 ans plus tard, David se tenait dans la salle de visite de l'installation fédérale de sécurité minimale où Lisa purgeait le reste de sa peine. Elle avait l'air différente, plus âgée, plus mature, mais aussi en quelque sorte plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le désespoir hanté avait disparu,
remplacée par quelque chose qui ressemblait à la paix. Tu as l'air bien, dit David, s'installant sur la chaise en plastique en face d'elle. Merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. Tommy voulait que je vous donne ça. David lui a tendu un dessin. Des personnages de bâton étiquetés maman, papa et moi debout devant une maison avec un arc-en-ciel au-dessus. Il y travaille depuis des semaines. Les yeux de Lisa se remplissaient de larmes alors qu'elle étudiait les œuvres de leur fils. Comment va-t-il? Bon. Vraiment bon. Il fait maintenant partie d'une équipe de football. Fait des amis dans le quartier. Il pose des questions sur vous chaque semaine. Que lui dites-vous? La vérité. Version appropriée de l'âge. Que vous avez fait des erreurs, mais vous travaillez pour les réparer. Que vous l'aimez et qu'il vous manque. Que peut-être un jour vous pouvez être une famille à nouveau, mais c'est compliqué. Lisa déposa soigneusement le dessin comme s'il était en verre. David, j'ai besoin que tu saches que je me souviens de tout ce que Morrison m'a dit, chaque argument qu'il a fait, toutes les manières qu'il a tordu ma pensée, mais je me souviens aussi avoir fait mes propres choix. Je ne peux pas tout blâmer sur lui. Les experts disent que les experts essaient d'être gentils. Mais la vérité est que j'étais mécontent de notre mariage. Non pas parce que vous étiez un mauvais mari, mais parce que je ne savais pas qui j'étais en tant que personne. J'avais l'impression de jouer un rôle. La femme, la mère, la bonne femme, sans vraiment comprendre ce que je voulais de la vie. David se pencha en arrière sur sa chaise. Nous jouions tous les deux des rôles. Je pense que j'étais tellement concentré sur le succès de la fourniture de la famille que j'ai oublié de me connecter avec la famille que je fournissais. Morrison a repéré cette faiblesse et l'a exploitée. Il m'a fait croire que s'enfuir était mieux que d'essayer de réparer les choses. La voix de Lisa était maintenant stable, la voix de quelqu'un qui avait passé 2 ans en thérapie à comprendre ses propres motivations. Mais j'aurais dû vous parler au lieu d'écouter un criminel. Ils étaient assis dans un silence confortable pendant un moment, le poids du passé s'installant entre eux. Enfin, David a repris la parole. Le Conseil de libération conditionnelle se réunit le mois prochain. Je sais. Mon avocat dit que j'ai de bonnes chances de libération anticipée. Lisa, j'ai pensé à ce qui va suivre. Pour l'amour de Tommy, pour tous nos sakés. Lisa leva les yeux, l'espoir et la peur se manifestent dans son expression. Je ne pense pas que nous puissions revenir à ce que nous étions, a déclaré David attentivement. Trop s'est passé. Trop a changé. Mais peut-être que nous pouvons comprendre comment être quelque chose de nouveau. Les coparents, les amis, une famille qui ne ressemble pas à ce que nous avions auparavant, mais qui travaille toujours pour Tommy. Vous seriez prêt à essayer ça? Après tout, David a pensé aux 2 dernières années, aux séances de thérapie, aux conversations avec Tommy, à la compréhension progressive que certaines trahisons étaient plus compliquées qu'elles ne sont apparues pour la première fois. Tommy a besoin de sa mère, et peut-être que j'ai besoin d'apprendre à pardonner. David, je ne m'attends pas. Je ne fais pas ça pour toi, David interrompit, mais pas désagréable. Je le fais pour lui, et peut-être pour moi aussi. Porteur, cette colère pendant 2 ans m'a presque détruit. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, froid, calculant, obsédé par la vengeance. Vous aviez parfaitement le droit d'être en colère. Peut-être, mais la colère ne construit rien, Lisa. Cela déchire les choses. Je suis doué pour construire des choses. Je veux y revenir. Lisa hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Si je sors tôt, où vivrai-je? Je ne peux pas retourner dans notre ancienne maison. Nous l'avons vendue. Trop de fantômes. David a sorti un dossier. J'ai acheté une petite maison à environ 10 minutes de notre nouvel endroit. Cela a besoin de travail, mais je pensais que vous aimeriez peut-être le réparer vous-même. Vous donnez quelque chose à faire, quelque chose qui vous appartient. Lisa regarda les photos de la modeste maison du ranch, ses mains tremblant. Vous m'avez acheté une maison? J'ai acheté une maison à la mère de Tommy. Il y a une différence. David, je ne peux pas me permettre. C'est payé. Considérez-le dans le cadre de l'argent de l'assurance que vous retournez. Le sourire de David était petit mais authentique. De plus, j'ai besoin de vous assez près pour les arrangements de garde, mais suffisamment loin pour que nous ne marchions pas les uns sur les autres. Il parle encore 1 heure de choses pratiques. Horaire de garde, thérapie pour Tommy pour le préparer au retour de sa mère, les conditions de la libération conditionnelle de Lisa.
Mais sous la logistique se trouvait quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait, la possibilité de guérison. À la fin des heures de visite, Lisa se leva pour partir. « David, puis-je vous demander quelque chose ? » « Sûr. Pensez-vous que vous pourrez plus jamais me faire confiance ? » David était silencieux pendant un long moment étant donné que je ne sais pas. La confiance n'est pas quelque chose que vous décidez de faire. C'est quelque chose qui se construit au fil du temps grâce à des actions, par la cohérence. Mais je suis prêt à vous donner la possibilité de le récupérer. C'est plus que je ne mérite. Peut-être. Mais c'est ce que Tommy mérite. Et c'est peut-être ce que nous devons tous aller de l'avant. 6 mois plus tard, David se tenait dans l'allée de la nouvelle maison de Lisa, regardant par la fenêtre alors qu'elle aidait Tommy avec ses devoirs à la table de la cuisine. Le site était toujours étrange, surréaliste après tout ce qu'ils avaient vécu, mais cela devenait plus facile. Leur arrangement n'était pas parfait. Il y a eu des moments maladroits, des conversations difficiles, des moments où le passé a menacé de submerger le présent. Mais Tommy était en plein essor avec les 2 parents dans sa vie, et cela rendait tout le reste. Le téléphone de David bourdonnait d'un texte de Marcus. Nouveau projet à partir de lundi. Vous êtes prêt à recommencer à construire des choses au lieu de les démolir ? David sourit en tapotant. Plus que prêt alors qu'il rentrait chez lui dans sa propre maison. Leur fils a alterné des semaines entre les 2 parents. David a réfléchi au voyage qui les avait amenés ici. Il avait commencé comme un homme obsédé par la vengeance, déterminé à détruire quiconque le trahissait. Il se terminait en tant que père axé sur la construction de quelque chose de mieux des ruines de ce qui avait été perdu. Trevor Morrison était mort, son réseau démantelé, ses victimes finalement libres de guérir. Lisa reconstruisait sa vie un jour à la fois, gagnant la confiance qu'elle avait perdue à travers de petits actes de cohérence et de soin. Tommy était heureuse, sûre en sachant que ses 2 parents l'aimaient même s'ils ne pouvaient pas s'aimer comme ils l'avaient fait autrefois. Et David Reynolds était toujours un homme qui n'oubliait pas les trahisons, qui ne tolérait pas d'être joué pour un imbécile. Mais il a appris quelque chose d'important au cours des 3 dernières années. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire n'est pas de détruire vos ennemis. Parfois, c'est apprendre à leur pardonner. Alors qu'il arrivait dans son allée, David a vu la lumière allumée dans la chambre de Tommy. Le garçon était de retour avec lui la semaine prochaine. Il y aurait une pratique de football, une aide aux devoirs, des histoires au coucher et tous les moments ordinaires qui ont fait une famille. Ce n'était pas la famille pour laquelle il avait prévu, n'était pas la vie à laquelle il s'attendait. Mais c'était le leur. Construit à partir des cendres de trahison et du choix difficile à guérir plutôt que de détruire. Et pour David Reynolds, c'était suffisant. C'est là que notre histoire touche à sa fin.